Voilà, donc je vais me présenter si vous le voulez bien, rapidement. Je m'appelle Marianne Vassilev-Milkovitch. Je suis juriste de formation, donc j'ai un master en droit des affaires qui n'a rien à voir avec le droit du travail, ou le droit des mamans. J'ai étudié à Paris et j'ai été consultante là pendant 3 ans et demi à Paris, dans le monde bancaire et financier. Donc pareil, qui n'a rien à voir avec, le droit du travail et le droit des mamans. Et à la suite de ma grossesse un petit peu compliquée, de mon accouchement, j'ai eu un petit peu comme un déclic avec mon retour au travail qui était difficile, que je ne souhaitais pas. Je me suis rendu compte que bah, je connaissais pas mes droits en tant que maman, en tant que jeune femme, jeune salariée au travail. Et puis un petit peu un jour dans une salle d'attente en attendant mon docteur, je suis tombée sur ce petit guide-là, le petit guide de l'allaitement maternel. Et là, je me suis dit, mais pourquoi on ne ferait pas un guide juridique pour les futures mamans? Voilà un document qui rassemblerait les droits des jeunes mamans, alors des dispositions, des articles tirés du Code du travail et qui sont là pour présenter un petit peu les droits des mamans, des salariées enceintes. Euh, voilà, quelques dispositions que j'ai tirées. Évidemment, mon guide juridique, il n'a pas toutes les dispositions du Code du travail parce que c'est pas l'objet de remplacer le Code du travail, mais c'était vraiment de créer un document qui est là en support et qui est là vraiment pour sensibiliser, vraiment. Voilà. Je parle pas de la PMA et peut-être que je serai amenée à modifier le document et à insérer des dispositions sur la PMA, par exemple, parce que ça m'a été demandé. Mais en tout cas, voilà, je parle un petit peu de l'allaitement, de la protection de la grossesse que prévoit le législateur, le Code du travail, pour bah, la jeune femme qui est candidate à un emploi. Est-ce qu'elle doit révéler, par exemple, son état de grossesse à son employeur, à son futur employeur? Est-ce qu'elle peut partir à des examens médicaux? Est-ce que voilà, quels sont ses droits et peut-être quelque part aussi un petit peu les devoirs de l'employeur. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'objet de la rédaction de ce guide-là sur l'embauche, enfin au moment de l'embauche, quels sont les droits de la future maman, pendant la grossesse, pendant les congés maternité, qu'est-ce qu'elle peut faire, voilà, quelles sont les obligations de l'employeur. Et après aussi, au moment du retour au travail, ben, par exemple, la femme qui vient d'accoucher, elle a le droit d'avoir un entretien professionnel avec son employeur. Voilà, ça, par exemple, c'est un droit. Moi, je ne le savais pas quand je suis revenue au travail. Et voilà, j'ai un petit peu cherché par curiosité dans le code du travail, mais c'est vrai qu'on n'a pas tout, on n'a pas tout un code du travail à la maison, puis on ne sait pas forcément tout chercher à l'intérieur, donc c'est vrai que c'est quand même bien de connaître ces choses-là. Donc ce que je vous propose, c'est quand même de l'ouvrir, de voir un petit peu voilà, de s'attarder sur le premier chapitre, qui est relatif à la protection de la grossesse et de la maternité. Donc ce chapitre, il est divisé en plusieurs sections. On a une première section du coup sur tout ce qui touche à l'embauche. Voilà. Quels sont les droits de la future candidate à l'embauche. Moi, on m'a souvent posé des questions. La question à savoir, est-ce qu'une femme qui est enceinte doit révéler à son futur employeur son état de grossesse? Eh ben non, le Code du travail dit qu'elle n'est pas obligée d'en informer son futur employeur. Voilà. Corinne me disait qu'il y avait une maman qui était voilà. Je ne sais pas si elle est présente ici. Elle va arriver, d'accord. L'état de grossesse ne peut pas être un motif pour l'employeur pour refuser d'embaucher une future collaboratrice, pour rompre un contrat de travail ou bien prononcer une mutation d'emploi. Voilà, c'est pas possible. C'est l'état de grossesse, non. Alors après, effectivement, plus tard, on le verra dans les dispositions. Si jamais effectivement la salariée a fait une faute professionnelle, là effectivement, elle risque d'avoir des problèmes. Mais l'état de grossesse en soi ne peut pas être un motif pour rompre un contrat de travail ou pour dire bah non, on peut pas vous embaucher quoi. Mais ils vont chercher des autres choses. Ils vont alors oui, alors ça c'est possible aussi, ouais. C'est sous-jacent, ça existe aussi, mais oui, c'est clair. Bah ça existe aussi, hein. Ouais. Ça existe aussi. Mais en tout cas, ce qui est très important, c'est que le législateur français, depuis à peu près une dizaine d'années, souhaite protéger la collaboratrice, la femme. Voilà. Et j'espère que dans les années à venir, les lois vont évoluer et qu'il y aura davantage de dispositions dans le Code du travail pour protéger, et on en parlait tout à l'heure avec Marine, pour protéger la femme, la collaboratrice, pour qu'elle puisse allaiter
Même l'allaitement, enfin voilà, on en parlait un petit peu et on en parlera tout à l'heure. L'allaitement au travail est possible dans certaines conditions pour certaines entreprises, mais c'est vrai que moi je trouve que c'est pas assez. Voilà, ce qui est prévu, c'est 1 heure par jour pendant une année. Et ben cette heure-là, voilà, c'est pas assez. Moi en tant que jeune maman, moi j'ai allaité au travail. Enfin, en l'occurrence, je tirais mon lait et je trouvais qu'une heure par jour, bah c'était pas assez pour tirer son lait, quoi. Bon, après on pourra dire que la disposition a le mérite d'exister parce qu'il y a des pays, par exemple comme dans mon pays en Bulgarie, ça n'existe même pas. Enfin voilà, on n'allaite pas au travail parce que voilà, c'est pas les mœurs sont tout autres. C'est vrai qu'on peut dire que ça a le mérite d'exister, mais c'est pas assez. Et j'espère qu'on ira de l'avant et que les députés, enfin le législateur en tout cas prendra davantage enfin plus de lois et plus de dispositions pour moderniser aussi ces pratiques-là, voilà. Et peut-être que ça doit venir aussi de nous. Peut-être que c'est à nous aussi en tant que professionnels, en tant que doula, en tant qu'accompagnante en allaitement et en lactation, voilà, de proposer et d'être force de proposition. Mais c'est vrai que c'est pas évident de se faire entendre. Voilà, donc ça c'est voilà. Je sais pas si vous avez des questions d'ailleurs. N'hésitez pas, hein, parce qu'il faut pas non plus que ce soit un monologue. Voilà, c'est pas non plus l'objet de ma venue. Mais en tout cas, des dispositions existent et il faut les faire entendre. Elles ont cette obligation-là. Et lorsqu'elles le font pas, on peut les poursuivre. Alors, avant de les poursuivre en justice, on peut faire venir alors je sais plus comment on appelle ça, j'ai plus le terme là, un expert, mais on peut les mettre en demeure. Voilà, on peut les mettre en demeure de mettre à disposition un local d'allaitement. Et ce local-là, alors il me semble que c'est un décret. Voilà, c'est ça, c'est un décret en Conseil d'État qui détermine la nature des établissements et les conditions d'application de cet article-là, qui est l'article 225-30 du Code du travail, qui dispose que une entreprise qui a plus de 100 salariés, elle doit comment dire installer dans son établissement ou à proximité un local avec une fenêtre, avec un point d'eau, donc un lavabo, etc., un frigo, pour que la maman puisse tirer son lait, le stocker, laver ses mains, enfin qu'il y ait des conditions d'hygiène réunies. Voilà. Et ça, c'est obligatoire dans les entreprises de plus de 100 salariés. C'est encore compliqué dans la pratique. Moi, par exemple, pour vous dire, quand je suis revenue au travail, j'y suis allée à reculons. Hein, je voulais pas du tout revenir après mon congé maternité. J'avais pas le droit au congé parentalité parce que j'avais pas un an d'ancienneté dans ma boîte et c'était un peu compliqué. Donc, je suis revenue. Enfin, c'était très compliqué. Et quand j'ai demandé à mon employeur de mettre à disposition un local, donc un employeur qui avait plus de 100 salariés, on était 350 dans l'entreprise. Ils l'ont fait, très gentil. Enfin, vrai, ils ont été très très réactifs, mais ils connaissaient pas les RH. Elles connaissaient pas cette disposition parce que, encore une fois, il n'y a pas de sensibilisation assez de. Enfin, l'employeur n'est pas au courant en fait. Ouais, et on c'est en ça, revient à c'est ça. que parfois on se dit que, enfin, qu'ils veulent pas faire, etc. Mais parfois ils ne savent même Ils ne pas. savent En pas, fait, ouais. comme ça, c'est juste. Et c'est C'est super juste dommage parce pas leur que, faute, c'est pas ouais, de la mauvaise foi, complètement, faut pas leur complètement. Ouais. Et hyper sympa, et ils l'ont fait tout de suite. Bon, en l'occurrence, le local respectait pas toutes les conditions, mais moi j'étais quand même très contente de tirer mon lait et voilà, enfin c'était super quoi. Et là, tu disais 100 salariés. Moi, j'avais eu l'info que c'était 100 salariés et ES. 100 Alors, non, moi je pense pas. total. Ouais, Moi, je pense j'avais que eu c'est au cette total. info. Le code du travail, il prévoit il y a des possibilités d'affecter temporairement la salariée, la collaboratrice, à d'autres emplois. Pour plusieurs raisons, parce que, alors ça peut être à l'initiative de la salariée ou de l'employeur, mais il faut toujours que ce soit l'initiative de la salariée. Pourquoi? Parce que, par exemple, la salariée, peut-être qu'elle travaille de nuit et que c'est compliqué de travailler de nuit quand on est enceinte. Ou peut-être, comme tu as dit tout à l'heure, quand on occupe certains emplois, quand on est enceinte, c'est compliqué parce qu'il y a des risques pour la santé, pour tout plein de choses. Donc, il y a une possibilité d'affecter temporairement un autre emploi à la salariée. Par contre, il faut que donc effectivement la salariée soit d'accord. Et il faut surtout voir avec le médecin du travail. Il faut que le médecin du travail le préconise aussi, parce que enfin bon, parfois voilà, les salariés peuvent elles-mêmes aussi éprouver ce besoin-là, mais il faut qu'il y ait quand même un avis médical pour effectuer ce changement de temps. Donc le code du travail précise que cette affectation à un autre emploi, elle ne peut pas excéder la durée de la grossesse. C'est-à-dire que, ok, on peut mettre la salariée
peut exercer un autre emploi pendant sa grossesse, s'il y a des soucis, OK, mais ça ne peut pas excéder la durée de la grossesse. Voilà, ça c'est super important, et ça prend fin dès que l'état de la santé de la salariée, permet de retrouver son emploi initial. Voilà. Ce changement temporaire d'affectation ne diminue pas le salaire de la salariée. Ça, c'est super important. Il y a aussi, quelques, articles dans le code du travail relatifs au travail de nuit. Les salariés qui travaillent de nuit, ont possibilité, de travail, de jour. Alors ça dépend effectivement du métier encore une fois et du type d'activité. Donc cette possibilité d'affecter la salariée, qui a accouché ou bien enceinte, à un poste de jour, s'effectue pendant la grossesse, ou durant le congé, la durée du congé postnatal, sur la demande de la salariée et à la demande du médecin du travail. Voilà, s'il y a une incompatibilité avec la santé de la salariée. Ce qui paraît un petit peu logique parce qu'on va pas faire travailler une collaboratrice, enceinte ou qui vient d'accoucher, voilà, si elle a des soucis de santé, de nuit. Ce qui me semble tout à fait, normal. Si c'est pas possible de faire de changer, le poste, c'est-à-dire de passer d'un poste de nuit à un poste de jour, dans ce cas-là, le contrat de travail est interrompu. On va pas faire, travailler la salariée, voilà, de nuit, on va pas la forcer, c'est pas possible. Le contrat de travail est interrompu. Voilà, et pareil si, la salariée est exposée à des risques particuliers, donc pour sa santé ou pour la santé du bébé, on va essayer d'aménager ses horaires, on va essayer de lui proposer un autre type de poste avec son accord. Voilà, ça c'est ce que prévoit le code du travail. Alors après en pratique, il faut voir aussi ce que ça va donner. Bonjour et bienvenue sur Rencontres et Réseaux, la chaîne qui vous raconte une histoire à la fois. Donc aujourd'hui, je suis à la rencontre de Marianne, qui est juriste, maman, mais aussi consultante. Donc elle nous expliquera un petit peu tout ça en détail. Mais avant tout, je vous invite à vous abonner et surtout à partager autour de vous. Ça m'aidera en fait à faire grandir la chaîne et vous apporter beaucoup plus d'histoires. Et bonjour Marianne. Bonjour Consolata. Comment ça va? Je vais bien. Voilà, donc je te remercie vraiment beaucoup pour le groupe que tu as animé. C'était vraiment exceptionnel. Venir à la rencontre de toutes ces femmes, voilà, pour qu'elles puissent en fait connaître leurs droits. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bonjour à tous, je m'appelle Marianne Vassilev-Milkovic. Je suis juriste de formation et j'ai travaillé pendant 3 ans et demi en tant que consultante en conformité bancaire à Paris, dans plusieurs cabinets de conseil. D'accord. Et je suis la maman d'un petit garçon qui a 2 ans et qui s'appelle Nikolai. Okay. Et je suis l'autrice du petit guide juridique pour la future maman, qui est juste là. Wow. Et de ce livre-là, tout rose, qui s'appelle donc Ma grossesse, mes joies, mes angoisses, comment la maternité a bouleversé ma vie. Wow, d'accord. Parfait, une belle présentation. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours justement avant de devenir maman et qu'est-ce qui s'est passé après être devenue maman ou pendant? Voilà. Alors avant d'avoir accouché, quand j'étais enceinte, c'est vrai que j'ai connu une grossesse un petit peu compliquée parce que les docteurs avaient trouvé le virus, donc le cytomégalovirus, le CMV dans le sang. Et c'est vrai que ça a été une grossesse un petit peu mouvementée, qui nous a chamboulé, mon mari et moi. L'accouchement, pareil, a été un petit peu compliqué. Et j'ai estimé que voilà, je n'avais pas forcément été très accompagnée psychologiquement, en tout cas à l'hôpital. Pareil, voilà, l'accouchement difficile, le postpartum. C'est vrai que c'est une période dont on parle beaucoup et qui est très à la mode, mais c'est vrai que le postpartum, c'est une période assez compliquée. On dit que le postpartum dure 3 ans, pourquoi pas, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Oui. Et puis c'est vrai que c'est une période qui chamboule la maman parce qu'il y a un nouveau petit être dans la maison. Et comme j'ai écrit dans mon livre, c'est un petit peu comme une coloc à 3. Voilà, quand on a un nouveau bébé, c'est un bébé qui vient avec ses sentiments, ses envies aussi. Voilà. Et puis sa manière de communiquer, les pleurs, voilà. Il faut s'y habituer. Et puis il faut que chacun puisse retrouver sa place au sein de la maison, du foyer. Donc c'est pas évident. En fait, c'est une nouvelle relation, donc il faut apprendre à se connaître l'un comme l'autre, comme le bébé. Et donc c'est important. Et donc qu'est-ce qui vous a apporté en fait? Y a-t-il eu un chamboulement à ce moment-là après la grossesse ou... Je me suis rendu compte, surtout quand je suis retournée au travail, qu'il y avait un manque de connaissances, un manque d'informations en fait, sur les droits d'une salariée enceinte et puis d'une maman qui revient au travail. Est-ce qu'elle peut allaiter au travail? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire? Et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience
qu'il y avait un trou dans la raquette et qu'il fallait peut-être voilà, rédiger un document qui serait un outil pour toutes les mamans, pour les femmes enceintes au travail, pour qu'elles puissent connaître leurs droits D'accord. et pour tout simplement voilà, diffuser, sensibiliser les mamans, diffuser l'information et puis sensibiliser les mamans sur leurs droits. D'accord, très bien. Et donc, justement, ce guide-là, comment est venue l'idée? Explique-nous un petit peu le cheminement qui vous a mené justement à se dire il faut vraiment qu'aucune autre femme vive ce que j'ai vécu et j'ai besoin d'aider toutes ces femmes qui ne connaissent pas leurs droits justement quand il s'agit des situations un peu difficiles après un accouchement. Alors l'idée pour le livre, et puis ensuite je parlerai du guide, est venue quand j'étais à la maison et puis que je me plaignais un peu sur mon sort. Je me disais, bah tiens, c'est vrai que j'ai vécu un accouchement douloureux, que faire? Et en fait, un petit peu pour me délivrer et libérer aussi ma parole et pour me sentir un petit peu mieux, je me suis mise à écrire. J'ai pris mon PC et puis j'ai commencé à écrire sur Word. Tout simplement ce qui me venait à l'esprit. Et puis à un moment donné, je me suis dit pourquoi ne pas raconter mon histoire. Et puis au début, je me suis dit j'écrirais un long texte pour moi et pour mes proches. Et puis après, je me suis dit pourquoi ne pas partager à un plus grand nombre mon histoire, qui peut être d'ailleurs celle de beaucoup de femmes, parce qu'il y a beaucoup de mamans qui vivent des grossesses compliquées, des accouchements compliqués, une période de baby blues, de postpartum difficile. Donc pourquoi ne pas rendre public mon livre et le partager. Puis c'était pareil avec le guide juridique. Le guide juridique, c'était vraiment, c'est l'idée de... Je suis partie d'un constat que quand une maman est au travail, quand une maman revient de son congé maternité ou parentalité, peut-être qu'elle ne connaît pas ses droits parce que on les étudie pas forcément à la fac de droit. En tant que juriste, moi je ne l'ai pas étudié parce que l'employeur ne sait pas forcément. Il n'a pas toujours tous les outils, toutes les clés pour donner ces informations-là à ses collaboratrices. Et là, je me suis dit, je pars de ce constat-là, qu'il y a un manque, qu'il y a un trou dans la raquette et que peut-être qu'en rédigeant un document qui a d'ailleurs vocation à bouger en fonction des nouvelles législations, à s'adapter, et peut-être que ça pourrait aider des collaboratrices qui veulent tomber enceintes, qui sont mamans et puis qui allaitent au travail. Absolument. Ok. Donc, Marianne, est-ce qu'il y a d'autres livres en cours Alors, pour l'instant, on se concentre sur la promotion du premier livre. D'accord. Et la diffusion du guide juridique et puis on verra après. D'accord. Ok, donc comment faire justement pour acheter ton livre? Alors on peut se rendre sur Amazon.fr et taper le titre de mon livre ou mon pseudonyme, donc qui est Sophia Berck, ou bien directement m'envoyer un message sur Instagram, sur mon compte professionnel marianne.vassilev.autrice. Et là je pourrais envoyer moyennant des frais de transport, mon livre. Ok, très bien. Donc, n'hésitez surtout pas à contacter Marianne et je mettrai toutes ces informations dans la description. Donc, que dit justement le Code du travail par rapport à ces droits de femmes? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de quelques droits qu'ont les femmes justement, à savoir déjà la base des droits des femmes quand il s'agit de l'accouchement? La parentalité, oui, tout à fait. Quelques dispositions qui me viennent un petit peu pêle-mêle à l'esprit. Il y a par exemple le fait qu'aucun employeur ne peut rompre un contrat de travail parce que sa collaboratrice est en état de grossesse. Voilà, c'est pas possible. Et pareil, il ne peut pas lui refuser l'embauche parce que une candidate est enceinte. Voilà, on peut pas faire ça. Il y a aussi une autre disposition qui me vient à l'esprit, celle qui est relative à l'allaitement au travail, parce qu'effectivement, le Code du travail prévoit que une collaboratrice peut allaiter, alors dans certaines conditions évidemment, sur son lieu de travail, notamment lorsque l'entreprise a plus de 100 salariés femmes. Dans ce cas-là, il doit mettre à disposition un local d'allaitement, alors en respectant certaines conditions. Il doit y avoir un point d'eau, une fenêtre, pour que la salariée puisse tout simplement allaiter son enfant au travail. 1 heure par jour, ça peut être 30 minutes le matin et 30 minutes l'après-midi, pendant une année. Voilà, c'est 1 heure par jour pendant une année. Et c'est une disposition qui a le mérite d'exister et que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Tout à fait. C'est mon cas, j'ai allaité, je n'étais pas au courant donc c'est important ce que tu fais justement de sensibiliser ces femmes
Et concernant la congé parental, comment ça se passe justement parce que souvent, nous, autant que femmes, on culpabilise énormément quand on prend un congé parental parce qu'on se dit, voilà, on va revenir au travail, j'aurai plus le même poste, etc. Comment ça se passe justement aussi par rapport à ça? Alors, après le congé maternité, on peut prendre un congé parental si on est salarié et si on a un an d'ancienneté dans l'entreprise. D'accord. Donc, ce n'était pas mon cas et c'est pas le cas de beaucoup de femmes non plus d'ailleurs. Donc, c'est vrai que parfois les retours au travail sont difficiles et c'est aussi ce que je décris dans mon livre. Quand on n'a pas très envie de retourner au travail et qu'on y retourne parce que on n'a pas trop le choix, c'est compliqué. Voilà. Donc, quand on a le droit au congé parental et qu'on peut le prendre, c'est super. Et quand on n'y a pas le droit, on revient après le congé maternité qui est obligatoire pour tout le monde. Je précise, le congé parental, il y a la condition d'ancienneté. Le congé maternité, tout le monde y a le droit. D'accord. Voilà, tous les salariés ont le droit. D'accord. Donc, c'est bon à savoir. Et donc, après toutes ces années, en fait, d'aller à la rencontre, justement, de toutes ces femmes, quelle est la chose qui te marque le plus, qui vient en avant souvent avec toutes ces femmes, les angoisses, les inquiétudes? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit là tout de suite comme ça? Alors quand je donne des conférences ou des tables rondes, ce qui me vient à l'esprit, c'est effectivement peut-être ce désir de rester plus longtemps à la maison. Mais effectivement, quand on est en congé parental, on n'a pas tout son salaire, donc c'est compliqué. Et puis quand on n'a pas le congé parental et qu'on revient au travail et qu'on n'a pas envie, c'est compliqué aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, le nombre de mamans qui m'ont dit on n'a pas envie de retourner au travail, mais on n'a pas trop le choix. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui revient un petit peu. Voilà. Sinon, ce qui revient, c'est effectivement l'absence de connaissance des droits. Par exemple, là, tout à l'heure, on a parlé avec une maman qui est en parcours PMA. Et son employeur n'est pas forcément sensibilisé aux droits que sa collaboratrice a ou à ce qu'elle peut faire. Bien sûr. Donc c'est aussi compliqué quand l'employeur n'a pas forcément ces connaissances-là parce que c'est une petite entreprise, parce qu'il a d'autres priorités ou bien parce qu'il n'a pas forcément le budget pour avoir un juriste ou un avocat. Oui. Et effectivement, l'absence de connaissances, c'est un petit peu compliqué. Donc c'est vraiment le but, moi, de l'écriture de ce guide-là, c'est vraiment de diffuser l'information au maximum. Et c'est pour ça qu'il est gratuit d'ailleurs et qu'il est téléchargeable sur mon site internet. C'est parce que il faut diffuser l'information. Voilà. Ok, d'accord. Au plus gros nombre, comme ça, tout est à chacun, a toutes ces informations à sa disposition. D'accord, très bien. Et quand il s'agit aussi de l'aménagement du temps de travail, quels sont les droits de femmes par rapport à ce sujet-là? Alors, dans certaines conditions, le Code du travail prévoit, alors je n'ai pas forcément en tête les dispositions en question, mais le Code du travail prévoit la possibilité d'aménager le temps de travail d'une femme enceinte, si elle connaît des difficultés, si elle a des soucis avec son état de santé, si elle travaille de nuit, ou bien si en cas de difficulté avec les attentes de santé, effectivement, il est possible d'aménager. Dans certaines conditions, évidemment, je le précise, il faut regarder le Code du travail. D'accord, ok. Donc, il y a tellement de choses à savoir. Je pense qu'il y a un autre sujet. Je connais une personne qui avait peur d'être licenciée parce qu'aujourd'hui en France, on a cette chance-là, c'est qu'on n'est pas obligé de dire à l'employeur qu'on est enceinte. Et dès qu'on le dit, on est un petit peu stigmatisé. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux femmes justement qui ont peur de tomber enceinte, d'une part, de trouver un travail ou de chercher un travail pendant ou avant la grossesse? En général, qu'est-ce que vous pouvez dire? Une femme candidate à un emploi qui passe des entretiens, elle n'a aucune obligation à dire à son recruteur qu'elle est enceinte. Il n'y a pas d'obligation. Après, effectivement, si elle est recrutée et qu'au bout d'un moment, elle souhaite bénéficier des dispositions prévues par le Code du travail pour se rendre à des examens obligatoires médicaux, etc. Là, effectivement, pour en bénéficier, effectivement, il faut en informer son employeur. Mais sinon, elle n'est pas obligée de prévenir son employeur. Il n'y a pas d'obligation. D'accord. Pas d'obligation. Okay. Donc, une femme qui désire tomber enceinte et qui a peur de cela, moi, je lui dirais de ne pas s'inquiéter. Elle n'est pas obligée d'informer pendant le processus de recrutement son futur recruteur. Même au travail, elle n'est pas obligée de l'en informer, sauf si, effectivement, elle souhaite bénéficier des dispositions prévues par le Code du travail. D'accord. Donc, est-ce qu'un employeur a, par exemple, le droit de nous poser la question: avez-vous des enfants? Allez-vous tomber enceinte? Quels sont vos projets de parentalité?
Que prévoit la loi par rapport à ça? moi, alors c'est mon point de vue et qui ne tient qu'à moi, mais effectivement, un employeur peut poser, s'il le souhaite, la question, à savoir, est-ce qu'une personne, voilà, a des enfants ou pas? Après, est-ce que nous, on est obligé d'y répondre? On peut ne pas répondre aussi à ce genre de questions. Voilà. D'accord, ok. Donc tout dépend de tout dépend. à chacun aussi. Voilà, tout dépend. Voilà, on n'est pas. Moi, moi, personnellement, je n'ai jamais caché. Voilà, je cache pas le fait que je sois maman au travail, mais ça dépend de chacune. Voilà, je n'ai pas de conseils pour le coup sur ce. Voilà, je ne vais pas m'avancer là-dessus. Exactement, voilà. Ok, et donc une femme qui revient justement de congé maternité ou parentalité, est-ce qu'il y a une différence d'ailleurs Oui. entre les deux? Tout à fait. Alors, le congé maternité, c'est le congé légal qui dure 16 semaines pour une femme qui a un premier enfant. 16 semaines, c'est ça, c'est Oui, 10 c'est plus, ça. oui, 6 plus 10, pardon, avant et après. Et le congé parental, donc c'est un congé qui vient se greffer après le congé maternité. Et lui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un congé qui est voilà, sous certaines conditions attribuables. Il faut que la personne soit salariée et qu'elle ait un an d'ancienneté au sein de son entreprise. D'accord, ok. Donc après ce congé-là, est-ce que l'employeur a l'obligation de vous donner le même poste que vous avez quitté? Alors en principe, oui, on a le même poste. Et ce qui peut être intéressant de faire, c'est de faire un entretien professionnel, de demander un entretien professionnel après le retour d'un congé maternité au congé parental d'éducation, pour pouvoir se fixer, regarder les objectifs qu'on a avec notre employeur. Voilà, ça permet de se remettre un petit peu tout ça en place. Il n'y a pas d'obligation à avoir cet entretien professionnel-là. D'accord, ok. Donc, quel conseil donnerais-tu aujourd'hui à une femme qui ne connaît pas ses droits et comment procéder justement quand on a projet de devenir maman? Moi, ce que je conseillerais, c'est vraiment d'aller chercher les informations par soi-même, parce que parfois, effectivement, il y a ce petit guide juridique que j'ai écrit et qu'on peut trouver, mais parfois on peut ne pas forcément le trouver parce qu'on ne tombe pas forcément sur mon site internet et qu'on ne connaît pas. Ouais. Donc, ce que je conseille, c'est vraiment d'aller chercher les informations par soi-même, d'être curieux, de regarder sur internet. Alors, effectivement, il y a la fracture numérique, mais quand on peut avoir accès à internet, il y a des ressources numériques, et c'est quand même bien d'utiliser Google aussi à bon escient. Ouais. Et de chercher les informations par soi-même, parce que quand on tape maternité, grossesse, protection, des mots-clés comme ça sur Google, on tombe, un des premiers liens qui apparaît dans les recherches, et c'est le site internet du législateur Légifrance. Et en fait, on a accès à toutes les dispositions dans le Code du travail français en vigueur. Donc, voilà, un peu de recherche. Un peu de recherche. Et un peu de curiosité. Et puis on peut retrouver certaines informations. Voilà. D'accord. Et ne pas hésiter aussi, je pense, qu'à aller voir, par exemple, les juristes ou les professionnels de santé, les juristes, les avocats, évidemment, mais les professionnels de santé, les sages-femmes qui sauront après, effectivement, rediriger le cas échéant vers d'autres professionnels. Voilà. D'accord, très bien. Voilà, tu as mentionné que tu fais des conférences, les tables rondes. Donc, est-ce que ça veut dire que tu travailles avec les maternités? Est-ce que tu travailles des maisons d'enfance? Non, mais c'est vraiment une activité que je souhaiterais développer pour faire connaître ce guide juridique-là, pour démocratiser les droits des femmes enceintes, des salariés. Oui. Maman allaitante. Et c'est vraiment quelque chose que je souhaiterais développer en partenariat avec des maternités, des maisons de naissance, des sages-femmes, des doulas, voilà, des professionnels de la santé de ce milieu-là, maternité. Donc vous aussi, si vous êtes professionnel de la santé, doula, comme Corinne, sage-femme, voilà, des PMI, n'hésitez surtout pas à contacter Marianne, parce que franchement, elle donne des conseils très concrets et elle peut vous assister, vous aussi, et venir justement dans votre ville. Voilà, parce qu'elle est venue de Paris quand même, jusqu'ici à Sallanches, donc c'est très bien. Merci beaucoup. Le principal, c'est sensibiliser et diffuser
les informations, voilà, Voilà, pour c'est- connaître ses droits. Voilà. Ah, voilà, donc Je c'est ta terminerai par ça. mission. Tout à fait. C'est bien parti, donc Merci. voilà, continuez comme ça. Merci, Consolata. Bonjour Corinne, je suis contente de te retrouver. Oui, moi aussi. Voilà, donc aujourd'hui on est dans un autre Contexte, voilà, un oui. autre contexte. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi cette démarche justement Bien d'inviter Marianne ici à Salon? Alors, je l'ai rencontrée vraiment tout à fait par hasard sur Instagram, car je suis Corrigan, qui est illustratrice, et en fait, elle lui a illustré son livre. Et nous avons fait connaissance comme par ce hasard, on va D'accord. dire. Et du coup, elle m'a expliqué qu'elle avait également fait un guide juridique pour les futures mamans qui reprenaient le travail. Et donc, je trouvais ça chouette si elle pouvait venir à Sallanches, Bien. comme elle vient de Paris. D'accord. Donc, elle a fait l'aller-retour rien que pour nous, donc je suis encore très C'est touchée. vraiment. Et donc, ça a pu donner vraiment plein de pistes aux mamans qui étaient présentes. Voilà, très bien. Et je pense qu'on a appris beaucoup de choses sur les droits de la femme. Exactement. Et voilà, donc ce qui te tient vraiment aussi à cœur par rapport à ton travail de doula. Exactement. Et là, c'est de pouvoir leur faire rencontrer d'autres personnes que peut-être elles n'auraient pas pensé pouvoir rencontrer, en fait. Absolument. Ok, merci beaucoup, Je Corinne. t'en prie. Merci. Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Marine, je suis maman de 2 enfants qui ont 4 ans et 2 ans et demi. Oui. Et je suis aussi accompagnante parentale à plus. D'accord, Voilà. très bien. Et donc aujourd'hui, on est venu à la rencontre de Marianne. Oui. Donc, quelle est votre démarche justement? Qu'est-ce qui vous a poussé en fait à venir à sa rencontre aujourd'hui? Alors, déjà, moi je suis en lien avec Corinne qui a organisé ça. Oui. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai su qu'il y avait ce café maman. Moi, personnellement, j'ai fini avec le retour au travail, etc. A priori, il n'y aura pas de troisième enfant, donc ça, c'est fait. Oui. Mais par contre, je trouve ça toujours hyper intéressant pour l'entourage, pour les autres mamans qu'on peut côtoyer, si on a des informations à donner, etc. Bien sûr. C'était très intéressant pour moi aussi dans le cadre de mon travail, puisque comme je fais des ateliers autour de l'allaitement et la reprise du travail, d'avoir le côté beaucoup plus juriste, etc. de Marianne qui est très intéressant. Et D'accord. voilà, pour avoir encore plus d'infos à donner aux mamans. Exactement. En fait, plus on en sait, plus on peut partager autour de nous. Donc, c'est important. C'est ça, Voilà. c'est ça. De Ok. pouvoir, pourquoi pas sensibiliser les employeurs aussi, ce qu'on disait. Je pense qu'il y a un gros travail à faire aussi là-dessus. D'accord. Donc voilà. Ok, merci beaucoup. Merci à toi. Alors, bonjour. Bonjour. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors, moi, c'est Laurie. Je suis hôtesse de l'air chez Air France sur long courrier. Je suis en parcours PMA. Mon chéri a déjà un fils, donc je suis belle-mère d'un petit garçon qui a 5 ans et demi. D'accord. Et du coup, bah voilà, je suis en parcours PMA pour avoir mon enfant. D'accord. Félicitations. Merci. Et donc, pourquoi est-ce que, du coup, vous avez pris l'initiative de venir à la rencontre de Marianne? Bah déjà pour en connaître un peu plus sur nos droits de femmes, de futures mamans, enfin voilà, pour connaître un peu tout ce dont on a le droit, nos droits, nos devoirs, ce que l'entreprise nous doit, etc. C'est toujours très intéressant. Mais du coup, avec mon métier assez atypique, je voulais quand même avoir des précisions sur nos droits de futures femmes, de maman, etc. Et voilà. D'accord, ok. Merci beaucoup et bonne continuation pour la Merci. suite. Merci. Merci. Au revoir. Donc, Marianne, tu sais que cette émission s'appelle Rencontre et réseau. Je vais justement à la rencontre des gens comme toi et je demande toujours en retour quand on me propose d'autres personnes. Je sais que tu viens de loin et voilà. Donc, mais est-ce que tu as une suggestion pour moi, ici ou à Paris, hein, comme tu veux? Tout à fait. Alors effectivement, à Paris, moi, j'ai été accompagnée, et mon fils aussi a été accompagné parce qu'il avait une plagiocéphalie par une ostéopathe qui est absolument géniale, Madame Audrey Marguerite,
qui est à Drancy, dans ma ville, Ok, d'accord. et qui intervient qui accompagne les mamans enceintes avec dans l'ostéopathie, donc des massages, enfin voilà, un accompagnement très physiologique, physique. D'accord. Les mamans enceintes, les mamans postpartum, Mhm. et puis les petits bébés comme mon fils qui ont eu des plagiocéphalies. Ok, Voilà. d'accord. Donc Audrey Marguerite à Ah, Drancy. ok, très bien. Donc Audrey, voilà, je vous contacterai aussi très prochainement et j'espère voilà, que vous viendrez nous parler un petit peu de votre histoire également. Donc merci beaucoup Marianne Merci Consolata. et puis à bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.